bonjour à tous, bienvenue. Meetup Health H7 iCare Lab, c'est une inauguration pour nous puisqu'on a réfléchi ce format il y a quelques mois. Alors le contexte actuel nous a un petit peu ralenti. Moi je suis Gérald Contet, donc je dirige iCare Lab, et puis on a travaillé donc avec l'équipe d'H7, en particulier avec Ninon qui est à l'entrée, que vous avez vu, pour vous proposer un rendez-vous qu'on va essayer d'institutionnaliser progressivement dans les prochains mois. En particulier à la rentrée, on aura une autre édition. L'idée, en fait, c'est de mettre en avant, on va dire, des expériences réussies sur le territoire en matière de santé, alors qui allient un acteur de santé ou plusieurs avec une entreprise. Je dirais nos deux structures côté H7, donc là vous êtes au cœur du réacteur, c'est une structure qui accueille des startups et sur tous les sujets, en particulier ceux de la santé et du numérique, mais pas que, hein, il y a bien d'autres entreprises présentes ici. Et puis nous, iCare Lab, c'est une évolution du cluster iCare qui était présent sur le champ des technologies de santé et qui aujourd'hui s'offre la possibilité de traiter en fait des sujets d'innovation en santé de façon plus transversale sur des questions d'innovation organisationnelle, et on se reconnaît parfaitement dans cette approche qui est de se dire on va aller chercher des projets et des expériences réussies sur le terrain avec les soignants, avec les patients. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette organisation de ce petit point de situation Meetup Santé. Alors, le premier sujet qu'on a mis à l'ordre du jour, qui nous a semblé extrêmement intéressant dans le contexte actuel, c'est celui du prendre soin des soignants. Ils ont été en première ligne, comme vous le savez, pendant cette crise. Enfin, on est entre deux crises, on est entre deux vagues, là, visiblement, puisqu'on pensait avoir un peu de répit, mais les choses reprennent du galop, on pourrait dire ça comme ça. Mais en tout cas, il nous semblait intéressant au moment dans lequel on est, puisqu'il y a eu des dispositifs originaux qui ont été mis en place par les établissements pour venir en soutien de leurs équipes, de pouvoir faire un focus sur ces sujets-là. Donc, à cette occasion, on a mobilisé des acteurs, des établissements du territoire, et je les remercie d'avoir répondu présent quasiment instantanément à notre sollicitation, puisque je pense que l'idée de partager ces moments est important, de pouvoir aussi vous donner à voir avec... pour des gens qui seraient moins familiers de la santé sur ces thèmes des conditions de travail, enfin, de tout l'environnement des soignants. On parle beaucoup des patients, hein, l'expérience patient, le patient partenaire, etc. Et arrive bien sûr aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal, en tête d'actualité. Je pense que on en a déjà discuté dans notre assemblée générale qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Ce mouvement de balancier qui est soignant-patient, je pense que c'est le binôme au final qui est intéressant, plus que le focus spécifique sur l'un des utilisateurs, et en tout cas des professions. Alors, pour pouvoir évoquer ces sujets avec nous, et pour rester dans le thème de ce Meetup Santé, donc on a trois intervenants, dont deux intervenantes, qui sont à ma droite, à ma gauche pour vous. Donc, on accueille ici Florence Delair, qui est la directrice des soins et du parcours patient de l'infirmerie protestante. Merci d'être présente ici. On accueille également Carole Ezotier, qui est la directrice générale de Capsys Robotique. Merci. Et puis, à ma gauche, et qui va avoir la chance de répondre à ma première question, Monsieur Franck Zanibellato, qui est le directeur de la clinique du Parc, groupe L100. C'est ça? On peut c'est la nouveauté du mois, je crois, du mois dernier, ou de quelques mois? Il y a 3 semaines, d'accord. Donc, merci aussi d'être là. Et puis, en fait, je vais commencer par vous parce que l'idée, c'est de voir au final, comme je l'ai dit en introduction, quels sont les dispositifs originaux qui ont été mis en place. Et je sais du coup que vous avez expérimenté un sujet, un dispositif original, mais peut-être avant ça, peut-être nous donner quelques éléments de contexte, parce que tous les établissements ont traversé ces phases pandémiques, peut-être pas tous de la même façon, en fonction de leur taille, en fonction de leur fonctions et de leurs activités respectives. Donc si vous pouvez, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et
nous expliquer pourquoi quelles sont les raisons qui vous ont conduit à faire évoluer ou en tout cas à expérimenter des éléments, peut-être nous donner quelques éléments de contexte. Alors je vais vous passer ce micro et en même temps je vais repasser un micro à Carole pour que vous puissiez nous présenter un petit peu cette première expérience originale. Merci. Donc, effectivement, je vais donner quelques éléments de contexte parce que je pense qu'avec ma collègue, on n'a pas les mêmes vécus de la crise sanitaire. Donc, la clinique du Parc, la clinique du Parc Lyon, parce que c'est vraiment ça le nom, parce que la clinique du Parc, il y en a une dans chaque ville à peu près. Et on aime bien se faire remarquer, nous. Donc, on est un établissement 100% chirurgical avec plutôt de la chirurgie qu'on qualifie de programmée en fait, donc c'est des choses qu'on programme à l'avance, pas trop d'urgence, pas vraiment un effectif médical apte à prendre en charge des patients atteints de Covid puisqu'il faut plutôt une qualification médicale pour suivre cette maladie-là. Donc notre rôle à nous, ça a été plutôt de servir de ressource pour les autres établissements. En première vague, on a eu le bonheur de ne pas atteindre vraiment le seuil de rupture, donc on n'a pas vraiment eu besoin d'aider les autres hôpitaux. On est plutôt allé renforcer avec notre personnel des maisons de retraite, parce que la première vague, c'était plutôt ça qui a été difficile. Et sur les autres vagues, par contre, là, on a été vraiment au front. Et pour un établissement qui fait à peu près 220 salariés, on avait l'équivalent de 37 à peu près effectifs soignants qui sont allés renforcer, principalement l'hôpital public. Donc HEH, qui était notre établissement collaborateur, on va dire, en termes de zone, et quand même quelques autres établissements. Donc on est allé aussi sur Saint-Luc-Saint-Jean et après sur d'autres établissements un peu plus parce que certains de nos salariés connaissaient les unités d'autres établissements et donc là ils sont allés vraiment là où ils connaissaient. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand même la notion d'aller renforcer notre établissement qu'on ne connaît pas dans un service qu'on ne connaît pas, quand même pas simple, et ça n'a pas été une partie de plaisir pour tout le monde, même s'il fallait le faire. Donc ça vient un petit peu renforcer donc, du coup, notre volonté de prendre soin d'eux. On est sur des métiers qui sont en tension, d'autant plus avec la crise, parce qu'il y a eu vraiment une saignée de personnel soignant qui sont allés faire autre chose maintenant, qui ont arrêté en fait complètement. C'est pas ils ont changé d'établissement, ils n'y sont plus. Ce qui fait qu'on est en difficulté pour en trouver d'autres. Et maintenant, on est en train de rentrer dans une stratégie plus de qualité de vie au travail, d'essayer de les fidéliser et puis de prendre soin d'eux parce que ils ont vécu des moments pas simples. Et nous, sur l'établissement, ce serait qu'on leur a été reconnaissant de leur investissement parce que quelque part, on les a poussés à y aller, mais aussi c'est parce que c'était une attitude responsable vis-à-vis de la crise. Il fallait quand même bien qu'on gère ces patients qui étaient malades et parfois c'était des gens de leur famille. Donc voilà. On a voulu aussi, au travers des expériences qu'on mène, on en a plusieurs. Je ne vais pas toutes les raconter, mais on a mis en place un service de conciergerie. On leur a donné accès aussi à certains de nos prestataires associés, on va dire. Donc on a un établissement, enfin une zone de consultation de cryothérapie. Donc en fait, on travaille à leur donner un peu plus de reconnaissance au jour le jour, parce que quelque part, ils en ont besoin. C'est un métier qui était déjà un peu en crise avant, et là, ça s'est pas amélioré. Et puis nous, on a dans notre ADN à la clinique du Parc de aussi participer à des projets innovants. On sait que le système de conciergerie, c'est pas hyper innovant, mais c'est pas dans tous les établissements et pas dans la façon dont on l'a mis en place. Et là, on s'est dit, quand on s'est rencontrés, ça va faire un peu la transition avec les équipes de Carole. Je tiens à souligner que c'est un de nos chirurgiens qui nous l'a présenté, qui je crois est dans l'assistance s'il est arrivé, voilà, docteur Olivier Rey, qui nous a mis en relation et de suite on a vite compris l'intérêt que ça pouvait avoir. On a mis ça un peu en place en catastrophe parce qu'avec on ne devait pas passer forcément là, et puis après le Covid est arrivé, troisième vague, c'était pas prévu non plus. Mais quelque part, je pense que c'était le bon moment au final. Même si on s'est un peu stressé sur le fait qu'il fallait le mettre un peu en place rapidement. Et ça, c'est quelque chose que nous, on souhaite continuer à faire. Et le groupe Elsan qu'on a rejoint est aussi dans cette dynamique-là. L'intérêt, c'est d'aller voir comment on peut inventer de nouvelles choses pour que les gens se sentent bien chez nous, en fait. Et pas que les patients, finalement. Vous avez parlé d'expérience patient, on va peut-être parler d'expérience soignant bientôt, mais quelque part, c'est hyper important parce que finalement, un contrat de travail, c'est pas qu'un salaire.
Et c'est aussi le fait d'être bien où on est. Et le bien-être au travail, c'est aussi important que le bien-être à la maison. Alors du coup, on va passer sur cette expérience parce que vraiment le teasing a été parfait. Carole, est-ce que tu peux nous présenter du coup le dispositif, l'expérience et quelques éléments de méthode pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle? Avec plaisir. Bonjour à tous. Oui, alors je vais vous présenter la solution. La solution s'appelle IU Pro. IU, c'est un point du shiatsu qui est dans le dos pour la petite histoire. Donc c'est en fait, l'idée c'est de se dire la qualité de vie au travail, il y a des solutions qui existent, mais finalement avec la technologie, avec l'appoint de la technologie, on peut peut-être aller adresser des situations dans lesquelles les outils de qualité de vie au travail arrivent un petit peu aux limites de l'exercice. Donc on peut utiliser la technologie pour aller un petit peu plus loin encore dans certains usages qui aujourd'hui ne sont pas couverts ou peu couverts. Donc ce qu'on vise, c'est la récurrence, c'est-à-dire une solution qui est toujours disponible, utilisable de manière récurrente par les personnels. On vise aussi l'autonomie, parce que si on veut de la récurrence, il faut que ce soit une solution qui se débrouille toute seule. Et on vise la personnalisation, parce que si on veut que ça plaise à l'ensemble des types de profils qui peuvent être présents dans les effectifs salariés, il faut qu'on soit vraiment sur une notion de personnalisation assez forte. Donc on s'intéresse aux horaires décalés, aux tensions musculaires ou mentales, donc aux problématiques de tension musculaire ou mentale. On en retrouve pas mal dans les personnels soignants. Aux difficultés d'accessibilité, donc pas d'offres ou peu d'offres à l'endroit où on est. Et puis à l'évolution aussi des attentes générationnelles dont on a commencé à parler, qui sont plus importantes au fur et à mesure du temps. On a été accéléré, je l'ai rajouté, par le programme, donc par le groupe Apicil, qui est la 3e mutuelle en France, dans le cadre du programme Prévention Santé au Travail. Donc la solution, c'est un bras robotisé qui est fabriqué par un fabricant allemand, qui est conçu pour les dispositifs médicaux, même si nous ne sommes pas dispositif médical aujourd'hui, et qu'on utilise en rapport directement sur le corps humain, qui est piloté à l'effort. Et on va pouvoir en reparler un petit peu après, je vais vous montrer une petite vidéo. Les protocoles sont conçus par des masseurs kinésithérapeutes, donc qui définissent les protocoles de détente sur un modèle générique de corps humain. La personne arrive, elle s'installe, elle choisit son protocole, elle s'installe, et il y a une caméra qu'on ne voit pas, mais il y a un petit mât avec une caméra 3D au-dessus de la table qui va permettre de scanner l'enveloppe morphologique de la personne et d'adapter, avec un système d'algorithme, d'adapter le protocole choisi par l'utilisateur à la morphologie de la personne ciblée. Donc c'est vraiment adapté à chaque morphologie. Les séances sont courtes, c'est 10-15 minutes. L'objectif, ce n'est pas de remplacer le spa ou le masseur, ou ni même encore moins le kiné, parce qu'on n'est pas sur une application thérapeutique aujourd'hui, on est uniquement sur de la détente, et on est sur du temps très court. L'idée, c'est vraiment de permettre une utilisation en récurrence, de vous entretenir sur le lieu de travail. Donc il faut que ce soit quelque chose de court pour pouvoir faire appel à cette séance régulièrement. Donc c'est du 10-15 minutes. Et c'est évidemment toujours disponible, c'est le gros avantage de la robotique. Alors, une petite vidéo pour vous montrer un peu le mouvement. J'ai dit un robot qui a des capteurs de retour d'effort, même si on met une pression importante, puisque l'utilisateur a une télécommande, il peut modifier la pression, même s'il met une pression très importante, s'il se soulève, vu que c'est piloté à l'effort, eh bien, ça va s'adapter. Si on veut la vidéo en entier, elle est disponible sur notre chaîne YouTube, je peux même vous l'envoyer. Là, c'était un extrait. Bon, globalement, ils étaient contents et surtout, il y a des verbatim assez intéressants, notamment sur les 2 dernières personnes, et vous pourrez le voir sur la vidéo longue si vous la regardez, qui disent au début, j'avais des réticences, j'étais pas favorable. Finalement, j'y suis allée et j'ai adoré et j'y suis retournée et qui explique pourquoi. Donc voilà, ça peut permettre d'expliquer un petit peu. Donc voilà pour qu'on sache de quoi on parle. J'ai présenté la solution, Gérald. Alors maintenant, ce qu'on attend beaucoup, outre de présenter la solution, pardon, oui, c'est vrai que c'est surtout les résultats et l'impact, parce que ça, c'est bien de faire des solutions, c'est bien d'innover, en tout cas d'inventer. Hein. C'est aussi important que les gens qui les utilisent, on a déjà eu des témoignages, même si on les a un peu partiellement compris, mais au regard de la problématique que vous posiez en amont de la présentation, c'est au final comment vous avez, quels sont les résultats que vous avez. Il y a des éléments de disponibilité, mais je pense que ça dépasse le cadre purement de la disponibilité de l'outil et de l'impact sur l'organisation.
Je vais peut-être présenter la méthodologie et puis je vous donne la main après. Alors déjà, le contexte d'intervention. Alors à l'origine, c'est Soignez Entrepreneur, et donc on a parlé d'Olivier Ray, mais qui est là, que vous pourrez rencontrer après. C'est vraiment le croisement d'un problème rencontré par la clinique du Parc et d'une solution qui a permis à Olivier de se dire tiens, là, il y a matière à faire quelque chose et à construire ensemble. C'est une expérimentation tripartite. La clinique du Parc, Capsys, donc nous, une start-up, et Apicil, qui était de la partie aussi pour cette expérimentation-là, une expérimentation de 2 mois, donc 8 semaines, du 29 mars au 21 mai. Il y a eu 110 utilisateurs, donc des salariés de la clinique, des médecins et leurs salariés, 366 séances en tout, un taux d'occupation de la machine de 70%, en comptant tout, même le lancement, où forcément il y a un peu moins de monde qu'après. Et c'était, alors, c'est tombé pendant le 3e confinement, on en a parlé, le 3e confinement est arrivé juste après. Donc on a eu 50% de présence sur les effectifs salariés de la clinique pendant 3 semaines. En termes de méthodologie, ça pourra être complété par Franck juste après. On a créé un comité de pilotage, donc constitué de pas mal de personnes de la clinique, donc la direction, la responsable du parcours de soins, Bérangère de Tilly, des personnels des RH, du service RH, la responsable communication, Camille Modica, Olivier Ray en tant que chirurgien et à la fois son entrepreneur, et moi pour la partie start-up, et notre intervenante également qui était Maëlys. On a fait une réunion de cadrage avant l'intervention en essayant vraiment de définir les objectifs et les KPI qu'on voulait aller chercher, donc des objectifs chiffrés pour pouvoir objectiver notre intervention. On a également eu tout un travail d'explicitation aux équipes de l'intervention, pourquoi on faisait cette intervention-là, ces objectifs, donc avec la responsable communication. On a suivi les KPI par le recueil de données pendant l'expérimentation et on a pu objectiver le bilan. Si je peux compléter, parce qu'on ne l'a pas cité, mais la RH, en fait, c'est Cathy Lebellec, et dans son rôle de référente QVT, en fait, parce que au sein de la clinique, ça fait déjà plusieurs années qu'on a un groupe de travail qui mélange des salariés et des membres de la direction pour justement suivre des projets QVT. Alors habituellement, on n'est pas à ce niveau-là de projet, on est plutôt sur des choses plus basiques du genre changer du matériel pour qu'il soit ergonomique, voir les conditions de travail pour la nuit, mettre des variateurs de lumière, des choses quand même beaucoup plus basiques que ça. Mais on était rentré déjà dans une démarche d'essayer de trouver des partenariats avec des écoles d'ostéopathes. Donc le côté massage, on l'avait un peu identifié quand même, parce qu'on est sur des métiers où on se fait souvent mal au dos, on a des charges, alors c'est des patients, mais c'est des charges à manœuvrer, le lit vers le brancard vers le lit, les installations dans les salles de bloc. Donc c'est vrai que c'était une thématique qu'on avait en tête. Alors c'est vrai que quand on nous a décrit la solution avec le robot, on s'est dit, est-ce qu'ils vont adhérer? Est-ce que ça fait pas un peu bizarre? Même moi, je me suis posé la question, un robot qui masse, on est quand même habitué plutôt à avoir des mains humaines. Et au final, je suis passé en dernier quasiment, je crois, parce qu'on a eu du mal à caler le rendez-vous, mais c'est quand même une expérience qu'il faut vivre. Et vous avez entendu quelques retours de gens qui l'ont fait. C'est vrai que ça a dépassé un peu nos espérances. Et alors, je terminerai sur les KPI qu'on a pu mettre en place. On les a fabriqués ensemble. Alors certains, ils étaient dans l'étude, parce qu'on est quand même dans une étude d'un nouveau matériel. Donc c'est Carole qui les avait définis. Et après, ils nous ont demandé, mais pour vous, qu'est-ce qui ferait que ce soit une réussite? Et donc on s'est défini des objectifs avec des données chiffrées en disant, là, on sera un peu content, et là, ce serait un vrai succès. Comme ça, ils vont comprendre la légende de la suite. Alors, la première question qu'on s'était posée, c'était la variété des collaborateurs adressés. Qui allait venir en termes de variabilité? Alors, on n'a pas pu tout vous mettre parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. On a regardé aussi les âges, on a regardé les genres, on a regardé etc. On pourra aller plus loin si vous avez des questions sur ces éléments-là. En tout cas, on a eu 110 utilisateurs sur 420, c'est-à-dire 26% d'utilisateurs qui sont venus tester, donc en utilisateur unique, qui sont venus tester la solution. Et justement, notre réussite, c'était 20% au moins. Donc voilà, pouce en l'air. Au niveau clinique, au niveau salarié clinique, alors là, c'est beaucoup plus important. On est arrivé à 44% des effectifs salariés. Et notre réussite exceptionnelle, c'était 50%. Donc, on était à 2 doigts de la réussite exceptionnelle. Ouais. Pour préciser, en fait, dans les effectifs de la clinique, il n'y a que les personnels qui sont salariés. Dans le total des utilisateurs possibles, 420, c'est plus les médecins libéraux et leurs secrétaires et leurs IAD.
parce que les IA ne sont pas nos salariés, pour que ceux qui sont du métier comprennent. Ouais, du coup, on a voilà, le complément. Alors là, pour le coup, on n'a pas été très très bon. On a identifié pourquoi. Au niveau des médecins et leurs salariés, on a eu un pourcentage moindre. Ça, c'est un camembert. Vous voulez peut-être le commenter, Franck? Voilà, du coup, là, on a la répartition un peu par profession. Donc, la cible, c'était les infirmières en priorité. Donc, on voit qu'on les a atteints. Il y a infirmières et IDE, donc on est à 30%. Les cadres sont des cadres de proximité en général aussi, donc c'est plutôt du personnel soignant. Après, on a quand même des profils où on est un peu étonné qu'ils ne soient pas les plus, hein, les brancardiers par exemple. Alors on s'est posé la question homme-femme, hein, est-ce que les hommes ont du mal à y aller? Peut-être que vous en parlerez avec les autres entreprises qui ont expérimenté. Les ASH, les aides-soignants, ils sont allés un peu moins. On n'a pas trop d'explications. Et après, c'est vrai qu'on voit que finalement, sur les administratifs, on a touché un peu moins. Mais comme la cible, c'était plutôt le personnel soignant, on va dire qu'on a plutôt atteint. Et donc sur les médecins, loupé de communication. Est-ce qu'ils n'ont pas laissé la place aux autres? Après, effectivement, au niveau de la cible, on a davantage communiqué sur le personnel soignant plus que sur l'administratif. Donc ça explique aussi cette raison-là. Vous me demandiez dans les autres entreprises, on n'a pas de différence de genre. Donc est-ce que les brancardiers ont été suffisamment informés ou est-ce qu'ils se sont sentis d'y aller? Après, il y a un effet, on l'a vu, hein, un effet de bouche à oreille qui est très important. Donc à partir du moment où il y a quelques infirmières qui y sont allées, ça se répand comme une traînée de poudre. Voilà. Après, il y a des mécanismes parfois qui peuvent... Ça reste quand même 8 semaines, hein, donc c'est pas très très long. Au niveau du deuxième résultat, on se pose la question de la satisfaction. Alors la satisfaction, je ne sais plus combien était notre taux, je crois qu'on s'était dit réussite exceptionnelle si on était à plus de 70%. Et là, en l'occurrence, on l'est à beaucoup plus, on a 4,6 sur 5, donc sur l'ensemble des 366 séances. C'est-à-dire que ce n'est pas pour un utilisateur, c'est chaque séance, on demande une évaluation de la séance. Donc on est à 4,6 sur 5, ce qui est cohérent avec les autres endroits où on intervient. La récurrence, ça c'était un point de vue très important. On avait envie de voir si les gens allaient juste venir une fois pour la curiosité ou s'ils allaient avoir envie de revenir. Et en fait, on s'était dit une réussite exceptionnelle. Je ne sais plus à combien c'était notre taux de récurrence, mais je crois que c'était au-dessus de 70%. Et on était à quasiment 80%. C'est pour ça que c'est carrément la coupe, là. C'est même plus le pouce en l'air. C'est qu'on était très, très contents de ça. Donc en gros, les gens, quand ils viennent tester, ils reviennent pour l'utiliser. Ce qu'on peut préciser sur la satisfaction, c'est la première fois, pour ceux qui sont dans des postes de direction, qu'on vient me remercier d'avoir mis en place quelque chose. C'est ce qui est quand même pas souvent. Hein. Donc, mais vraiment, pour le coup, des remerciements chaleureux, des gens qui ont... Après, il y aura peut-être des verbatims, je n'ai pas vu toute la présentation, mais j'ai eu droit à des remerciements directs. Ce qui est quand même très rare, parce que souvent, tout est un peu normal, mais là, on a touché vraiment... je pense qu'on a bien touché là où ça portait. Alors, il y a quelques verbatims, mais c'est forcément pas la même chose que ce que vous venez de dire. Alors, on a effectivement des personnes qui disent, voilà, très bien, c'est utile, on a vraiment besoin de ça ici. D'autres personnes qui disent, ça fait vraiment du bien au niveau des tensions dorsales, c'est très reposant. Alors ça revient très souvent, hein, c'est le but. Hein, donc, c'est un massage musculaire au niveau des tensions. Donc, oui, on y travaille, en tout cas notre kiné associé travaille pour que ce soit reposant et que ça fasse du bien au niveau des tensions du quotidien. Et puis j'ai aimé, alors ça c'est plus rare, mais on a cette expression régulièrement, j'ai aimé ne pas sentir la présence d'une tierce personne. Et finalement, ce côté-là, quand on demande aux gens si leurs habitudes de massage, on a un tiers de personnes qui viennent, qui ont l'habitude d'être massées, c'est-à-dire plus d'une fois par tous les 6 mois. On a un tiers de personnes qui se font masser rarement, c'est-à-dire moins d'une fois par tous les 6 mois. Et on a un tiers de personnes qui ne se font jamais masser. Donc c'est vraiment, là-dessus, il n'y a pas de critères particuliers. Après, ce qu'on peut souligner aussi, c'est qu'on s'était posé la question du regard sur le corps que peuvent avoir les gens, leur image, en fait, et qui n'osent peut-être pas aller se faire masser. Et là, en fait, il n'y a pas de regard, c'est un robot. Et après, dans un milieu typiquement féminin aussi, c'est un robot, quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas un homme, c'est pas une femme, hein, c'est un robot. Donc, on se dit que peut-être ça, c'est quelque chose qui peut amener des gens à se faire masser qui se faisaient jamais masser, effectivement. Après, celui qui se fait masser déjà ou celle qui se fait déjà masser, la crainte c'était qu'ils trouvent une différence. A priori, bof, pas tellement. Non,
En fait, ce qu'ils nous ont dit dans les verbatims, c'est qu'effectivement, pour ceux qui ont l'habitude d'être massés, ils nous disent bah, c'est différent, c'est pas la même expérience, mais c'est vachement agréable. Voilà. Donc finalement, bah, même si c'est pas la même expérience, il y a des moments où on a vraiment l'impression que c'est une main humaine. C'est pas tout à fait la même expérience, mais c'est super agréable et c'est sur mon lieu de travail, c'est court, donc bah oui, j'y vais quoi. La troisième question qu'on s'est posée, évidemment, c'est la question de l'efficacité. Alors là-dessus, on a plusieurs éléments. La première, c'est qu'on pose la question, ça c'est présent dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la météo intérieure. On demande aux personnes avant séance de positionner un curseur entre un nuage à l'extrémité gauche et un soleil à l'autre extrémité sur chacun de ces critères-là. Et on demande pareil en fin de séance. Donc il n'y a pas d'élément pour se repérer et se dire ah, tiens, j'ai mis 3, bah, je vais mettre 6, ou etc. C'est plutôt instinctif, on demande juste de se positionner sur une échelle de 10 cm. Et donc en fait, ce qu'on obtient, bah, c'est une amélioration de la détente pour 91% des personnes, de la sérénité pour 89% des personnes et de la forme pour 85% des personnes. Et ça sur l'ensemble des 366 séances. Un deuxième graphique qu'on a trouvé intéressant à vous montrer aujourd'hui. Alors celui-là, il faut un petit peu l'expliquer. On leur demande du coup, sur ces 3 critères, d'évaluer leur état de forme, de détente et de sérénité. On fait une moyenne de ces 3-là, ça nous donne l'état moyen de la personne avant séance. C'est le petit tiret gris. Et après séance, on refait pareil et ça nous redonne une moyenne après séance et c'est le petit tiret vert. Pour les personnes qui se sont évaluées très mal, c'est-à-dire à 1 sur 10 avant la séance, on voit qu'en moyenne, ils remontent à plus de 7 sur 10. Et pareil, pour une personne qui est à 4, on arrive au-delà de 7 sur 10 aussi. Et en fait, ce qu'on voit là-dessus, c'est que bon, déjà, les personnes, plus l'utilisateur est fatigué ou en mauvais état, c'est-à-dire en mauvais ressenti, et plus la séance va lui être bénéfique. Bon, ça, c'est le premier point, donc c'est plutôt pas mal. C'est ce qu'on cherche à faire. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est un effet de lissage. On tire tout le monde vers le haut. Alors maintenant, est-ce que le bénéfice est à court terme, est-ce qu'il est à plus long terme? Ça, c'est une question. Aujourd'hui, sur 2 mois, on n'a pas pu avoir cette réponse-là. Mais en tout cas, de manière à court terme, c'est-à-dire sur le bénéfice immédiat, on tire tout le monde vers le haut. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui était bien déjà avant séance, il en profite, mais son bénéfice sera moindre, ou quelqu'un qui sera vraiment très mal, finalement, tout le monde va être remonté, reboosté dans un état global qui est très positif puisqu'il sera au-dessus de 7 sur 10. Franck, vous avez un complément? Non, c'est bon? Alors, le dernier point qu'on s'était posé la question, on voulait voir s'il y avait une évolution de l'état général moyen au fur et à mesure des semaines, sur les 8 semaines. Alors, comme vous pouvez voir là, il n'y en a pas. C'est-à-dire que sur 8 semaines, on n'a pas vu de différence. On voit l'effet, c'est-à-dire qu'en moyenne, on gagne 2 points entre le avant et le après séance. Donc ça, c'est un gain qui est immédiat. On n'a pas vu d'effet qui s'améliore au fur et à mesure des semaines et qui se perdurerait. Après, ce qu'on a identifié, je vais y arriver, c'est qu'on avait des nouveaux arrivants toutes les semaines, puisque ce n'étaient pas des récurrents. On n'a pas suivi la population de récurrents. Donc les nouveaux arrivants, potentiellement, ont pu faire venir modifier des choses dedans. Et puis, le deuxième point, c'est la durée limitée de l'étude. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de conclusion à en tirer. Est-ce que c'est qu'un bénéfice direct, mais qui peut être très intéressant quand même, mais ça veut dire qu'il faut l'utiliser simplement de manière régulière, ou est-ce que c'est un effet qui pourrait être bénéfique sur le plus long terme? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Dans la littérature, ce qu'on voit, c'est que le massage a un effet qui est un bénéfice qui est assez court, sauf quand on commence à l'utiliser de manière très récurrente, où là, on a des bénéfices qui s'allongent. Donc normalement, c'est ce qu'on devrait voir apparaître, mais sur 8 semaines, pour l'instant, on ne l'a pas vu apparaître. Peut-être les projections sur l'avenir, Franck? Sans surprise, tout le monde aimerait bien que ça reste à demeure à la clinique. On a été obligé de leur expliquer, pour l'instant c'était un test, que ce n'était pas une version finale, puisqu'encore on a eu des ajustements à faire. Et l'intérêt était justement d'éprouver la solution en direct. Pour l'instant, il y a une personne qui reste à côté. Normalement, à terme, on s'inscrit et puis ça marche tout seul et la personne se débrouille elle-même. Mais là, globalement, moi je dirais que ça a été plutôt une réussite. D'une part parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on est venu nous remercier, et après, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser, quoi, effectivement. L'intérêt, vraiment, c'est le côté autonome, et ça peut marcher n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Donc, il y a des choses qu'on peut organiser différemment, parce qu'on sait bien que le personnel soignant, on ne peut pas le sortir n'importe quand des services, mais
même sur une pause déjeuner, même sur une pause dans une après-midi, s'il y a un petit coup de mou dans l'activité. C'est ce que vous soulignez là, avant qu'on démarre cette rencontre. Elle s'arrangeait entre elles pour qu'il y en ait une qui puisse aller faire son massage et puis après elle filait vite les rejoindre pour pas que ça gêne trop l'équipe. Donc vraiment on est dans quelque chose qui peut s'organiser même sur le poste de travail. On en a certaines qui sont revenues X fois, je crois qu'on est allé à 7 ou 8 fois pour certaines. Donc même sur leur jour de repos. Donc vraiment c'est quelque chose qui peut marcher et qui a rencontré une certaine adhésion dont on n'était pas sûr au départ, hein, quand même, franchement, plutôt une belle surprise. Et donc vraiment, moi, le meilleur baromètre, c'était le fait qu'on vienne nous dire merci et que c'était ça qu'il fallait faire, quoi. Donc ça, vraiment. Alors, on leur a aussi posé une question. C'est aujourd'hui, Franck vous l'a dit, on est encore présent dans la salle pendant toute l'année 2021. On fait des expérimentations de 2 mois pour observer les usages. On est quand même en forte rupture. On arrive avec une technologie, un robot. Donc, on est là, on fait de moins en moins de choses. En l'occurrence, on ne fait plus rien. Mais pour l'instant, on regarde ce qui se passe et on complète les trous dans la raquette. Donc, on leur a posé la question, est-ce que vous l'utiliseriez une fois que la solution sera totalement autonome et robuste, est-ce que vous l'utiliseriez seul? Et en fait, on a quasiment 84% de personnes qui disent oui sans problème, 13% qui disent oui mais avec une appréhension, et une personne en l'occurrence qui a dit non. Alors je vous ai mis quelques commentaires qui représentent ces 3 catégories. C'est simple comme le port-salut, il suffit de lire les consignes et de les suivre. Donc c'est vrai qu'on a essayé de faire quelque chose qui est vraiment pas par pas et qui guide l'utilisateur dans chacune de ses actions pour qu'il sache toujours ce qu'on attend de lui et exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Quelqu'un d'autre qui nous dit logiciel nous explique étape par étape. Petite pensée pour mes collègues ne sachant pas lire. Alors effectivement, on a bien pris note de ça. Et maintenant, chez Heineken, puisque pour ceux qui ont été là au début ont entendu qu'on était actuellement chez Heineken auprès d'un public de manutentionnaires notamment, et bien là, on a introduit justement un support vocal justement par rapport à ce retour-là de la clinique du parc. Et puis, un verbatim typique de quelqu'un, de la personne qui a dit non, je ne me sens pas. IU reste une machine, j'aurais peur que je ne puisse pas la contrôler, la stopper si elle exerçait une pression trop forte. Donc voilà, il y a cette crainte, mais qui finalement concerne juste une personne sur les 110 qu'on a eus. Et puis, c'est à nous de trouver les moyens d'aller rassurer cette dernière personne-là. On va enchaîner pour alors réserver vos questions. Je suppose que ça appelle beaucoup de questions. Moi, j'en ai juste une micro. C'est le mode de communication vers les soignants. Juste plus de compréhension qu'autre chose. Parce que vous avez dit en effet qu'il y a eu des personnes qui ont été plus ou moins concernées. Quels sont les modes de communication que vous avez utilisés? Sur la clinique du parc, on a une responsable communication depuis pas très longtemps, depuis le mois d'août dernier, et elle a été vraiment associée à notre démarche. Sur les modes de communication, on a fait des choses assez habituelles, c'est-à-dire qu'on a fait une newsletter qu'on a fait en version papier avec des affichages, et deuxièmement, après, on est passé sur le mode numérique. Donc on a envoyé cette newsletter en version numérique sur les adresses mail de nos salariés. On a mis aussi en place ça sur notre logiciel de dossier patient, en fait, où tout le monde se connecte au niveau des soignants. La chose qui était importante et peut-être aussi qui a été difficile au début à mettre en œuvre, c'est qu'il fallait qu'on ait leurs adresses mail pour qu'ils s'inscrivent sur le fait de réserver en fait une séance. En fait, il fallait que le mail de la personne soit intégré dans le logiciel, enfin dans la gestion du robot, pour que la personne puisse se connecter et prendre ses réservations. Donc ça, c'est une chose qu'on a fait avec les salariés assez facilement parce qu'on avait l'habitude, les mails, etc. Le public médical, ça a été un peu plus compliqué parce que des fois, ils sont sur l'adresse de la clinique, des fois, ils ont l'adresse perso, des fois, ils changent, ils ne nous le disent pas. Donc, assez compliqué. Et puis, on a démarré effectivement les salariés un peu en amont et les médecins, on y était un peu déjà dedans, en fait. Donc, je pense que ça a eu cet effet un peu arrivé en retard. Et puis après, je pense que globalement, il y en a certains qui n'ont peut-être pas cru à la machine, etc. Donc, je pense que la durée n'a pas été assez longue pour que vraiment on aille au bout des choses avec les médecins. Et je finirai sur une chose qu'on n'a pas dite, mais qui est peut-être importante aussi, c'est qu'on a voulu cette première expérimentation totalement gratuite pour les salariés. Ce qui n'était pas forcément le schéma de mise en œuvre que nous avait présenté Carole au début. Et on en a profité pour leur demander si vous aviez été amené à payer quelque chose, est-ce que vous auriez participé? Étonnamment, ils disent plutôt oui.
En grande majorité même. Et c'est vrai qu'on a voulu faire cette expérimentation un peu comme un cadeau, en fait, c'est-à-dire qu'on a tout pris en charge au niveau de l'établissement. Et parce qu'on s'est dit, on savait pas trop si ça allait marcher aussi, donc on s'est dit si on commence à demander de l'argent, c'est le meilleur moyen que ça prenne pas en fait. Mais après, encore une fois, on était vraiment sur des sommes symboliques. Hein. Si on avait appelé quelque chose, on aurait été sur de l'ordre de 3 euros, je crois. Oui, c'est ça, 4 euros et quelque chose. Donc c'est vraiment, encore une fois, et donc on leur a demandé si vous étiez amené à payer quelque chose, hein, est-ce que vous seriez prêt en donnant les montants. Et en fait, ils ne sont pas contre. Hein. Et après, comme c'est un système qui se veut récurrent, c'est des formats d'abonnement, des choses qu'on peut rendre assez quand même pas cher. Hein. Voilà, donc je voulais le préciser parce que c'est important, je pense, dans la démarche de test, qu'on vous le dise. Hein, parce que... Alors, comme j'ai dit, on va passer à l'expérience de l'infirmerie protestante, Madame Delair. Alors, quels sont les cadeaux que vous avez faits à vos soignants pendant les phases? Enfin, je ne sais pas si les dispositifs que vous avez mis en place ont été mobilisés sur toutes les phases, mais vous allez nous expliquer ça, puis peut-être juste pour notre public, resituer l'infirmerie protestante. Alors nous, c'est totalement artisanal. Donc c'est ce qui va être justement intéressant. L'infirmerie protestante, qui est sur Caluire depuis plus de 20 ans et qui est un établissement lyonnais connu et reconnu depuis plus de 250 ans, a pour le coup participé d'une manière totalement différente de la clinique du Parc. Pourquoi? Parce qu'on est un établissement médico-chirurgical d'une part, d'autre part qu'on a une réanimation et des soins continus, donc on a été très sollicité. Par rapport à la clinique du Parc, nous n'étions pas sur le même hub, puisque les fonctionnements sur Lyon étaient répartis en hub au moment de la crise Covid. Donc on travaillait préférentiellement avec l'hôpital de la Croix-Rousse et d'autres établissements partenaires, notamment la Sauvegarde. Nous avons été sollicités dès la première vague, hein, c'est-à-dire en mars 2020, fortement sollicités. Et l'ensemble des soignants, médicaux, paramédicaux, eh ben on était tous, on rentrait en guerre et on avait tous une énergie absolument extraordinaire qui nous a même surpris parce que c'était on va gagner contre ce virus. Et il y avait des ambiances très très particulières dans les unités qui étaient vraiment, on était tous ensemble pour la même chose. Et on avait le soutien de la population extérieure extrême. Et je peux vous garantir que les applaudissements de l'ensemble de la population, que les cadeaux qui ont été faits lors de cette première vague ont été, c'était très 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 bien vécu. Et les premiers applaudissements, je me les rappelle parce que l'encadrement était très très actif aussi pour aider les soignants, parce qu'il y avait des tas de mises en place à faire et que tout simplement la procédure Covid qui a démarré à la V1, elle a fini à la V9, donc sur la troisième vague. Donc voilà, des remises à jour très très régulières à faire. Et de ce fait, eh bien, quand les premières fois qu'on a entendu applaudir, c'était un samedi soir et qu'on a compris que c'était pour nous, on a téléphoné dans les services, on a dit ouvrez vos fenêtres parce que c'est pour vous tout ça. Et voilà, c'est pour nous donner du baume au cœur. On a expérimenté aussi la participation de tous. Et quand je dis de tous, c'est nos médecins, même configuration qu'au Parc, c'est-à-dire que l'ensemble de nos praticiens sont libéraux sur l'établissement. Et les médecins, les chirurgiens sont principalement au bloc opératoire. Et là, on avait des chirurgiens qui étaient dans notre service d'urgence, dans nos services de soins pour assurer des tours de médecine, comme de la médecine générale ou comme de la médecine interne. Et une collaboration avec les soignants qui était très très forte. Donc la première vague, bon ben voilà, allez, on termine, c'était au mois de mai, on n'en parle plus, on n'a plus de patients Covid, tout va bien, c'est merveilleux. Arrivée de la deuxième vague déjà, dès l'été dernier, on s'est rendu compte que non, on allait subir sans doute une deuxième vague. Alors c'est drôle parce que vous parlez, vous, de confinement, alors que nous, on parle plutôt de vague, parce que c'est cette impression vraiment qu'on est submergé. La deuxième vague arrive au mois d'octobre.
totalement gérée différemment que la première, parce que les gens étaient déjà un tout petit peu moins participants, mais finalement, on commence à se rendre compte qu'on a des services qui commencent à souffrir un peu. Et on a la chance que notre psychologue dit « mais moi, je ne fais rien pour les patients parce que malheureusement, je peux difficilement aller les voir. Et donc, je voudrais faire bénéficier de mes soins, puisque le psychologue fait des soins aussi, dans les services. » Donc, elle est intervenue. Il y a eu des groupes de parole qui se sont créés. Encore une fois, très gros investissement de l'encadrement qui venait la nuit, qui soutenait les soignants, qui répondait aux questions. On a mis en place une hotline aussi, non pas pour de l'écoute, mais plutôt pour répondre aux questions qui pouvaient mettre en difficulté les soignants. Et puis voilà, et puis fin de la deuxième vague, sauf que non, pas fin de la deuxième vague, on a gardé toujours un fonds de patients Covid entre le mois de novembre 2020 et le mois d'avril 2021. Donc on a toujours gardé un petit secteur de médecine, quelques patients en réanimation. On sentait que ce n'était pas fini. Et les équipes se sont épuisées. Et quand il a fallu partir sur la troisième vague, alors là, il n'y avait plus personne. Là, c'était dramatique parce que les gens ne voulaient pas y aller. Alors très sincèrement, la direction non plus. Hein. Moi, je n'avais pas du tout envie d'y retourner, sauf qu'on n'avait pas le choix. Et voilà. Et il a fallu qu'on trouve justement comment aider nos soignants, parce que vraiment, on sentait que la population extérieure, ils étaient très angoissés. Ils n'étaient plus du tout dans ce schéma d'applaudissements et de dons et de félicitations pour tous ces acteurs qui sont en première ligne Covid, qu'ils soient soignants ou autres, hein, d'ailleurs. Là, c'était devenu très perso sur cette troisième vague quand même. Donc, il fallait qu'en interne, on trouve une solution. Et finalement, proposé par une de nos cadres de proximité, qui est sur un plateau technique, donc qui était moins sollicité par des soins, par son activité quotidienne, elle dit, mais et si on proposait, et si on cherchait les talents cachés de notre établissement? C'est-à-dire qu'au sein de nos salariés, on a sans doute des gens qui pratiquent des massages, qui savent très bien cuisiner, qui ne peuvent pas participer aux soins Covid, mais qui, par contre, seraient prêts peut-être à aider. On en a discuté et on a trouvé que c'était une excellente idée. Et par le biais, nous aussi, des mails professionnels, puisque ça, c'est dans le cadre de la qualité de vie au travail, justement, et de l'appartenance. On a, depuis maintenant 2 ans à peu près, donné des mails professionnels à l'ensemble de nos salariés, parce qu'on trouve vraiment que c'est quelque chose aussi qui contribue à l'appartenance à une société et à une qualité de vie au travail. Donc on a lancé voilà, les talents. Est-ce que vous seriez prêts à faire bénéficier vos collègues soignants qui sont auprès des patients Covid de soins, quels qu'ils soient, si vous voulez cuisiner, si vous voulez faire des massages, voilà. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Et contre toute attente, on a eu beaucoup de réponses de différentes catégories professionnelles, et ça va me permettre peut-être par rapport à votre camembert et avec la répartition justement des soignants, de la participation des soignants aux robots, nous, c'était essentiellement justement des aides-soignants, des brancardiers. Il y avait une IAD et infirmière anesthésiste. Et les IAD, nous aussi, ne sont pas salariés de notre établissement, sont salariés des anesthésistes. Donc, c'est des gens qui ne se connaissaient pas forcément. Et voilà, et qui ont mis vraiment, qui ont dit, moi, je suis prêt. Mais alors maintenant, comment ça se passe? Donc, effectivement, oui, on n'avait rien prévu, en fait. On s'était dit, oui, mais comment on les fait intervenir? Donc, toujours notre cadre de proximité, Jeanne de Bost, a organisé tout ça, a commencé à faire des plannings, parce qu'elle s'est rendue compte que, oui, il y avait beaucoup de participation. On avait nos salariés qui font de l'hypnose, nos salariés qui font de la sophrologie. On avait même des choses... Vous parliez du point You. Alors, on avait de la médecine chinoise, donc je pense que ça fait partie aussi dispensé par différentes personnes. Le deal, c'est du bénévolat.
vous êtes volontaire, c'est du bénévolat, c'est hors de votre temps de travail. Et voilà, et c'est pour les soignants. Et ben oui, ben ok, pas de souci. Et du coup, de mi-avril, je crois qu'on a dû démarrer le 10 avril à peu près jusqu'au 8 mai, donc on a une expérience qui est de 1 mois inférieure à la vôtre. Eh bien, on a mis, tout ça a été mis en place, on a dédié une chambre qu'on avait décorée, enfin qui a été décorée, on avait mis une table de massage, et voilà. Et donc, les séances étaient un petit peu plus longues que ce que vous proposez, c'est-à-dire que les séances étaient plutôt d'une demi-heure, 3/4 d'heure, mais alors un bien fou. Je n'ai malheureusement pas le retour et les résultats tels que vous les avez exprimés, parce que, encore une fois, nous, c'était de l'artisanal, mais en tout cas, on avait des soignants qui ont été vraiment ravis, et nos instances représentatives du personnel, derrière, nous ont fait un retour en remerciant chaleureusement la cadre de proximité qui avait organisé ça, et puis, eh bien, voilà, que cette organisation ait pu se faire. Il y a eu quelques écueils, quand même. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. La belle histoire. Comme vous le disiez très justement, il est difficile pour les soignants souvent de sortir de leur service, notamment dans des services de réanimation. Et donc, on s'est dit que si jamais, on va croiser les doigts, mais si jamais on doit partir sur une 4e vague, il faudra que cet espace de soins soit mobile et qu'on aille auprès des services de soins. C'est-à-dire qu'on ne dédie pas une chambre dans un service, ou pour les services d'hospitalisation ou les administratifs, c'est plus facile de se rendre dans cette chambre et de prendre un rendez-vous. Mais pour la réanimation, non, ils ne peuvent pas. Il faut se mettre à leur disposition. Peut-être des séances moins longues, parce que je trouve que le format de 10-15 minutes est mieux qu'un format de 3/4 d'heure qui peut parfois freiner finalement l'envie d'aller se faire masser. Bonne participation de l'ensemble des acteurs, parce que justement c'était des aides-soignants, des brancardiers, mais on a organisé un temps suspendu aussi pour notre encadrement de proximité, parce que c'est pareil, elles étaient à un moment donné bien beaucoup sollicitées. Donc on a fait ça, et puis on a dit vous pouvez vous faire masser. Et un des cadres a dit mais le problème c'est que c'est ma salariée. Elle est sous ma responsabilité. Donc je ne me vois pas aller me faire masser par cette aide-soignante qui est sûrement très très bien, mais voilà. Donc c'est pour répondre à votre expérience. Voilà, si c'était à refaire, je pense qu'on recommencerait, et je suis persuadée que les soignants, que je tiens vraiment, mais ça tombe bien finalement que je puisse raconter cette expérience publiquement, parce que ce qu'on a vécu à l'infirmerie protestante, je pense que ça a renforcé toute la cohésion. On est un établissement qui grossit, mais qui reste encore une petite âme de famille. Et on sent dans ce qui s'est passé encore sur cette 3e vague qu'on a encore de beaux espoirs de solidarité et de cohésion avec l'ensemble de nos salariés. On est à peu près entre 350 et 400, à peu près. Merci pour ces partages. Je pense que vous êtes impatient de poser des questions. Vous avez 2 expériences assez différentes. Une où il y a un élément technologique, l'autre il y a des éléments humains, mais je pense que le complément peut être intéressant. Est-ce qu'il y a des questions relatives, Olivier? On n'a pas 15 000 micros, donc il faut parler fort. Non, je vais me rapprocher et puis je vais tenir le micro. D'accord. Je voulais rebondir sur l'expérience de l'infirmerie protestante, et ça me fait un immense plaisir. Parce que j'avais été à l'origine d'une exposition dans la clinique du Parc qui s'appelle « Nous les soignants », d'une photographe. Et je lui avais demandé d'aller voir les soignants et les soignantes et de montrer ce qu'ils ne montraient pas dans leur métier, à savoir leur capacité de créativité. Et notamment sous forme d'entrepreneuriat, qui soit associatif ou lucratif ou non lucratif.
Ça n'a pas pu être fait parce que ça prend du temps, parce que c'est, comment dire, il y avait beaucoup de monde, et puis parce que certains ou certaines sont pudiques, mais c'était ce que je voulais montrer au départ. C'est ça, c'est que certains ne le disent pas, mais ce sont des musiciens, ce sont des masseurs, ce sont des associatifs, ce sont parfois des créateurs d'entreprises, et on a vraiment des surprises absolument exceptionnelles. Ça n'a pas pu être fait, et bien c'est peut-être l'occasion de le faire pour montrer que ce soit entre eux, mais aussi aux patients, que derrière les soignants, il y a des personnes. Il y a des personnes qui parfois souffrent parce qu'elles sont, je terminerai sur trois mots, épuisées émotionnellement et physiquement. Et c'est ce qui caractérise aujourd'hui le soignant. Merci. Merci pour ce complément, ce commentaire. Est-ce qu'il y a des questions qui sont directement, alors, soit liées à l'expérience, soit liées aux résultats ou liées aux dispositifs qui ont été mis en place à l'infirmerie protestante? Non? Oui? Allez. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour toutes ces informations très intéressantes. Au niveau des 110 personnes qui ont testé, quelle est la répartition? Combien l'ont fait une fois? Combien l'ont fait 2 fois? Combien l'ont fait 3 fois et plus, par exemple? Alors, j'ai tout le camembert, mais je ne l'ai pas en tête, par contre. Donc, j'ai ces éléments-là. On a dit 80% de récurrence, c'est-à-dire 80% de personnes qui sont venues au moins 2 fois. Et après, on en a qui sont allés jusqu'à 9 fois. Mais j'ai tous ces éléments-là. Je vous les ferai parvenir. Merci. D'autres questions? Je me rapproche. Si. Parlez sans micro. Non, mais en fait, c'est pour qu'on vous enregistre parce qu'on a un petit problème technique qu'on vous expliquera tout à la fin. Bonjour. Tout à l'heure, vous disiez en fait que le robot n'avait pas forcément de vertu d'indication thérapeutique. Est-ce qu'il a envisagé en fait de développer justement, on va dire, un modèle qui est qui soit réservé pour des indications thérapeutiques? Voilà. Oui, oui, exactement. Vous avez mon associé assis juste à côté de vous. Et notre troisième est dans son cabinet de kinésithérapie tout de suite. Oui, oui, tout à fait, c'est notre ambition. Après, pour l'instant, on ne parle que de détente musculaire et mentale parce que nous ne sommes pas dispositif médical. Donc, on ne va pas promettre autre chose tant qu'on n'a pas fait d'études plus approfondies. On a déjà une thèse de doctorat qui est en fin de thèse, justement, sur les mesures d'impact. On a d'autres projets, notamment avec les APHP, ou également, on en a déjà parlé avec la Clinique du Parc et le LIBM sur Lyon, justement pour continuer les mesures d'impact et pouvoir voir ce que ce type de dispositif peut apporter au niveau médical. Alors notamment, on a des projets sur, je ne suis pas kinésithérapeute, donc je n'aurai pas les bons termes, c'est notre associé qui les aurait, mais sur tout ce qui est rééducation, notamment concernant les tendinites, également tout ce qui est des gestes répétitifs sur des massages articulaires, des choses comme ça. Exactement, exactement. Tout à fait. Donc c'est prévu et on va aller sur ces sujets-là. Mais encore une fois, on est en très forte rupture à la fois technologique et à la fois d'usage. Donc on a fait les choses petit à petit. Et notre première accroche, c'était se dire déjà, faisons du bien aux personnes. Voyons si les personnes sont prêtes à avoir ce type de soins robotisés, si on leur offre un usage qui n'est pas disponible, pas accessible par les humains, parce que c'est pas possible d'avoir tout le temps quelqu'un de disponible pour faire des massages sur un site de plusieurs centaines de salariés, alors que la robotique peut le permettre. Donc, ce n'est pas la même chose, mais ça vient apporter un usage. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé les choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont... Oui, je vais juste me rapprocher pour vous tendre le micro pour qu'on puisse vous enregistrer. Bonsoir, merci pour vos 2 témoignages. J'aimerais savoir, concernant votre projet, quel message vous portez, si c'est plutôt un message de prévention santé ou alors d'accompagnement santé quand vous allez voir justement les prospects? Eh bien, en fait, on n'est pas dispositif médical, donc malheureusement, je peux faire ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que la seule chose pour l'instant dont je peux parler, pour une question réglementaire et une question de démonstration, de preuve de l'impact de ce qu'on fait, pour l'instant, notre seule promesse, c'est de dire on va détendre vos équipes. Voilà, elles vont se sentir mieux, elles vont avoir un ressenti plus agréable après qu'avant. Et pour l'instant, c'est pour ça qu'on est dans cette phase de recueil de données, d'informations, et on va s'engager dans le process pour être dispositif médical. Et là, oui, on va se mettre dans une logique de prévention santé. Mais pour le moment, voilà. Pour le moment, pour une histoire réglementaire et de preuves, je ne peux pas encore parler d'éléments que je n'ai pas prouvés. Donc pour l'instant, je parle uniquement de détente.
Je pense que c'est ce qui est vraiment intéressant dans nos deux témoignages, c'est que chacune de nos expériences apporte quelque chose, et quelque chose de différent. Il est vrai que nous, sur du long terme, voilà, quand le Covid a été fini, chacun a repris sa fonction. Malheureusement, pour ceux pour lesquels il est payé à la clinique protestante et ailleurs. Donc voilà, on n'a pas pu poursuivre. L'idée de quelque chose qui soit à disposition, comme on le voit dans les startups, justement, où maintenant, on n'envisage plus un établissement de travail sans une salle de repos, sans une salle de détente, ne serait-ce qu'un baby-foot ou un robot de massage, pourquoi pas. Chose qui, dans les établissements de santé, pour le moment, n'est absolument pas démocratisée. Voilà, d'où l'intérêt. Je pense que j'ai une question à vous poser quand même. Est-ce que ce robot est mobile ? Alors, ça dépend ce qu'on entend par mobile. Oui, il est mobile, c'est-à-dire qu'on pourrait l'emmener dans chaque service. Alors, oui, il est mobile au sens où on peut le déplacer, mais non, pour le faire passer de service en service, c'est plus compliqué. En fait, il faut tout simplement recalibrer le système de manière régulière. Si on le modifie, si on le change d'endroit, il faut qu'on ait le même référentiel que l'ensemble des éléments, puisque il y a une table de massage, il y a une caméra, il y a le robot, etc. Il faut que tous ces éléments-là soient calibrés dans le même référentiel. Donc, il y a une interaction technique, une intervention technique à avoir au démarrage pour avoir le bon calibrage. Du coup, aujourd'hui, il n'est pas mobile. Alors, c'est pareil, on a des demandes, notamment dans le BTP, dans des secteurs comme le BTP, qui ont des chantiers qui sont à différents endroits et qui nous disent, nous, on a des métiers très physiques, on a des personnes qui ont besoin d'avoir ce type de choses, mais il faudrait que ce soit mobile. Donc, c'est un projet, mais pour l'instant, d'une petite équipe. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà. Après, les valeurs humaines, quand même, enfin, et l'humain et le partage, un robot ne le remplacera pas. C'est autre chose. C'est pas la même chose. C'est autre chose. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Merci. Bonsoir, merci pour ce partage. Je voulais savoir, de vos deux expériences d'établissements différents, comment vous mobilisez, comment vous sensibilisez justement vos cadres de santé, vos soignants, eux qui ont un métier qui, voilà, ils donnent tout pour leurs patients, les pousser à prendre du temps pour eux surtout. Parce qu'avec des remontes des terrains, c'est souvent, non, je n'ai pas le temps. Comment vous arrivez justement à les convaincre, à aller prendre du temps pour eux ? C'est difficile. Question piège. C'est difficile, et ce que je relatais avec le temps suspendu qu'on a organisé avec ma collègue directrice des opérations, ça a été vraiment... je leur ai dit, je veux que vous coupiez votre téléphone. Maintenant, vous allez couper votre téléphone. Et là, c'était la panique. C'est-à-dire que, mais non, c'est pas possible. Et si le docteur Ray m'appelle, et si, mais comment je vais faire ? Et j'ai dit, il faut que les gens apprennent aussi à se passer de nous pendant un temps. Et donc, on a tous coupé nos téléphones, sauf le chef de bloc, qui en a été incapable. Mais voilà, donc ça. Et puis, pour les soignants, le message est passé par les cadres de proximité. En fait. C'est-à-dire que ce n'était pas un projet de la direction, parce que je pense que ça, c'était important aussi. C'était de l'entre-soi. Vous voyez ? C'était Isabelle, qui est brancardier, tu sais qu'elle a des talents de massage. Si tu veux, tu vois, elle va pouvoir te masser, etc. Et puis, Sylvain, le préparateur en pharmacie, il fait de la médecine chinoise, tu sais, et il propose des séances gratuites à son cabinet. Voilà. Donc ça a été ça. Et c'était vraiment l'idée de faire de l'entre-soi et de ne pas en faire un projet stratégique pour détendre les soignants. C'est en ça que je parle d'artisanat, en fait. Après, je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est que je pense que nous aussi, c'était un peu artisanal, parce qu'au final, c'est une expérimentation. Donc, même s'il y a un robot et que ce n'est pas de l'être humain qui le fait. Après, moi, je dirais ce qui a été plutôt ce qui a fait basculer en fait que les gens y allaient, c'est que d'une part, on n'attendait rien de leur part. C'était cadeau, quoi. Il n'y avait même pas d'enjeu stratégique particulier parce vu qu'on ne savait pas si ça allait marcher, j'ai envie de dire. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, on vous l'offre, c'est un moyen de vous valoriser et puis de vous remercier de ce que vous avez fait. Puis en même temps, on est tombé sur la troisième vague, donc là, pour le coup, on était vraiment dans la thématique, mais c'était vraiment pas fait exprès puisqu'on a
On a changé nos dates, on devait faire ça plus tard. Hein, donc vraiment, pour le coup, c'était le fait du hasard. Et je dirais qu'après, c'est le bouche à oreille qui a bien marché, en fait. C'est-à-dire que finalement, ils se sont vendus la solution entre eux en disant bah, c'est super, tu devrais y aller. Et puis, un phénomène d'entraînement. C'est-à-dire que s'il y a eu autant d'infirmières, c'est qu'il y a les premières infirmières qui sont allées l'ont vendu à leurs collègues. Et voilà. Et donc, et après, encore une fois, pour vous dire que vraiment, je pense qu'ils avaient vécu ça comme un projet de direction, ils ne seraient pas venus me dire merci. En plus, pour le coup. Parce qu'habituellement, ouais, il y a un truc derrière, ils vont nous demander autre chose, etc. Et en fait, c'est étonnamment la première fois qu'on a ce sentiment vraiment de reconnaissance de l'avoir fait. Et il y avait des gens qui étaient mis à disposition dans des établissements pendant la troisième vague qui sont revenus sur l'établissement pour bénéficier de la solution. Donc après, il n'y a pas d'ingrédient magique. Hein. S'ils ont permis d'y aller, ils n'y seraient pas allés, de toute manière. L'idée, c'était de leur dire, voilà, on le fait pour vous. Après, vous en faites ce que vous voulez et vous n'êtes pas obligé d'y aller. C'était vraiment très ouvert et ça s'est fait naturellement. Et je pense qu'on aurait pu leur donner un truc plus sexy. S'ils avaient trouvé pas ça intéressant, ils n'y seraient pas allés. Hein. Donc, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Hein. Il faut vraiment le faire. En fait, il faut leur montrer qu'on le fait pour eux et que voilà, on n'a rien en retour. On ne va pas se mentir, évidemment. C'est des axes de qualité de vie au travail. Donc, quelque part, c'est leur montrer qu'on les aime beaucoup et qu'on a envie qu'ils restent chez nous et qu'on les fidélise. Mais ça, toutes les entreprises le font, en fait. Et bah, si ça, c'est un enjeu stratégique, oui, effectivement, on le fait pour ça. Mais on l'a fait aussi parce qu'on a envie de leur rendre un peu de cette reconnaissance qu'on n'avait peut-être pas pu leur donner, nous, en tout cas en tant qu'établissement, parce qu'ils étaient plutôt allés ailleurs. Et que bah, les applaudissements, ces choses-là, ils ne les ont pas vécues à la clinique du Parc. Et malgré tout, ils sont attachés à leur établissement. Donc voilà, on a voulu leur rendre ce message-là. Olivier Ray a parlé aussi de cette séance photo, ce projet photo, parce qu'elle est restée pendant plusieurs mois. Et on s'est retrouvé avec une photographe aussi dans le bloc opératoire, hein, où personne ne voulait se faire photographier au début. Puis après, et moi, est-ce que vous pouvez me photographier ? Et on a l'exposition photo qui est dans la clinique. Hein. Alors, exposition photo qui est censée être itinérante, mais bon, avec le contexte actuel, c'est un peu compliqué de la faire tourner ailleurs. Mais on aimerait bien que ça parte dans les mairies, dans des endroits où que la population se rende compte un peu de cette image. C'est important ce qu'a dit Olivier après. En fait, quand vous êtes au bloc, si vous faites opérer, globalement, vous rentrez, on vous endort, et puis vous réveillez, c'est fini. Hein, en fait, vous n'avez rien vu de ce qui se passe. Hein. Vous n'avez pas vu l'espèce de travail d'équipe qu'il y a, la connivence qu'il peut y avoir. Je vous assure qu'on a des photos, il faut vraiment les voir. Quand on voit le chirurgien regarder son aide opératoire, on se demande s'ils ne sont pas amoureux des fois même. Hein. C'est tellement... Mais on sent ce côté, on se comprend sans se parler, ce travail. Et en fait, on voulait, à chaque fois, ces gestes-là, en fait, nous, ils ne nous rapportent rien de spécial, si ce n'est de dire, voilà, on vous remercie pour ce que vous faites, on montre ce que vous savez faire. On a fait des photos en stérilisation. Je me mets au défi dans l'Assemblée sur des gens qui ne sont pas des professionnels d'établissement de santé, de savoir ce que fait quelqu'un qui travaille en stérilisation dans un établissement de santé. C'est des métiers qui ne sont pas connus. Et pourtant, je peux vous assurer que sans eux, on n'opère pas. Hein. Donc voilà, donc, pas de stratégie particulière, hein, je dirais. On va dire que du bon cœur, c'est bien. Je vais juste me permettre, Gérald, si tu veux bien. Non, mais on peut aller jusqu'au bout de la nuit. On vous écouterait jusqu'au... Juste, il y a eu plusieurs petits mots là-dessus, et c'est normal et c'est naturel, sur la question humain versus robot. Et en fait, nous, ce à quoi on croit, c'est qu'il y a plusieurs manières de voir et de concevoir la technologie. Il y a une manière qui est juste technologique pure, et une autre manière qui est l'intention qu'on y met. Et la première fois qu'on a rencontré notre troisième associé, c'est-à-dire Stéphane Rollet, qui est kinésithérapeute, on a parlé de ça. Et en fait, lui, ce qui a fait aussi qu'on s'est dit, OK, on s'est reconnu, c'est que la première chose qu'il nous a dit, c'est moi, ce qui m'intéresse dans votre projet, ce qui m'intéresserait, c'est de réussir à faire passer mon intention de kinésithérapeute. Et que la personne qui descend de la table, quelle qu'elle soit, quelle que soit son histoire, quelle que soit sa morphologie, quel que soit son âge, etc., se dise, OK, il y a quelqu'un quelque part qui m'a voulu du bien. Et c'est là-dessus qu'on s'est vraiment reconnu en se disant oui, c'est bon, on a trouvé la bonne personne et oui, on va avancer ensemble. Et c'est cette notion-là, et je pense qu'il y a vraiment deux manières de concevoir la technologie. Il y a une manière où on peut se dire j'aime la techno pour la techno. Il y a une autre manière qui peut se dire j'utilise la techno pour ce qu'elle est, pour les potentialités qu'elle a à nous apporter, mais je conserve et j'essaye de conserver le maximum de l'humanité que je veux y mettre et que je peux y mettre.
Voilà, je voulais juste. Bon, bah, j'aurais pas fait mieux en termes de conclusion. Donc, si vous avez plus de questions, on va vous remercier, hein, vous applaudir parce que les soignants. C'était vraiment un vrai plaisir de participer, de prendre cette heure avec vous sur ce sujet. On n'a pas encore la thématique de la rentrée, mais ça ne saurait tarder avec Ninon et les équipes de H7. Merci encore d'avoir, je dirais, passé à travers vos écrans, parce que jusqu'à présent, on faisait du distanciel, mais c'est très sympa de vous être déplacé. Pour le coup, on va vous offrir un petit verre sur la terrasse du H7 et du forum pour fêter ça. Et puis, on vous donne rendez-vous à la rentrée. Juste vous donner un petit message aussi. On organise dans 6 mois un hackathon santé HH Lyon en fin janvier 2022. Hein, vous avez encore un peu de temps. Mais on commence déjà les recrutements de projets innovants, d'idées innovantes. Et on a déjà un rendez-vous à la rentrée le 6 septembre pour vous accompagner dans vos développements. Je sais qu'il y a Olivier qui est ici, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont déjà participé, donc on est là. Camille, qui vous a accueilli à l'entrée de l'équipe, est là pour vous coacher sur le site pour recueillir votre projet, et on serait très content de vous accueillir de la même façon que les années précédentes dans cette dynamique hackathon. Voilà. Merci encore, mesdames, messieurs, et prenons un peu on a un peu de chance ce soir, il pleut pas, donc profitons-en. Voilà, à bientôt.